Lydia pour une nouvelle chronique littéraire sur le livre de Modibo Keïta, La Renaissance malienne, écrit par Issa Bala Sangaré. Nos générations ont la chance d'arriver à un moment décisif de l'histoire de notre peuple. Elles ont déjà rempli une partie de la mission que le destin leur a confiée en redonnant la liberté à leur pays, en mettant fin à la pire des dominations humaines, la colonisation. Modibo Keïta, discours du Nouvel An 1961. Alors dans ce livre qui a été écrit par Issa Bala Sangaré, il nous explique tout au long du livre le parcours de Modibo Keïta qui fut le premier président du Mali. C'était un fervent panafricain qui a lutté pour d'autres luttes africaines, c'est-à-dire qui a lutté aux côtés de l'ANC contre l'apartheid, qui a lutté aux côtés de Patrice Lumumba pour la libération du Congo, entre autres. Donc très tôt, il avait compris la nécessité pour le continent de s'unir et de réfléchir au-delà des frontières superficielles qui ont été créées et surtout l'intérêt et l'importance de mutualiser toutes les forces vives du continent. L'Afrique est le continent qui a le plus de frontières. Dès 1958, Modibo Keïta y réfléchit déjà à l'idée de créer une fédération. Et du coup, en fait, c'est le 17 janvier 1959 que la Fédération du Mali voit le jour. Ça correspond aujourd'hui au Mali et au Sénégal actuel. Et dans cette fédération, Senghor et Modibo Keïta avaient un rôle de bâtisseur. Mais cette union ne dure pas très longtemps, puisque dans le livre, on apprend qu'en juin, on a la scission, puisque le Sénégal mené par Senghor se détache et déclare leur indépendance. Mais tout ça n'a pas freiné Modibo Keïta dans son élan panafricain et d'unioniste. Et du coup, le 29 avril 1961, Modibo Keïta s'allie avec Kwame Nkrumah du Ghana et Sékou Touré de la Guinée pour créer l'Union des États africains. Le but pour eux, c'était de créer une fédération qui serait ouverte et dans laquelle les pays voisins, petit à petit, se rallieraient à leur cause en adhérant tout simplement à leur charte. Et suite à ça, au niveau de sa politique intérieure, Modibo Keïta a beaucoup œuvré pour développer un socialisme et adapté aux valeurs et aux traditions de son peuple. Et il a vraiment mis l'accent sur le développement des écoles, sur le développement des forces de l'ordre, sur le développement des sociétés d'État. Et tout ça parce que pour lui, le principal leitmotiv, c'était la souveraineté. Alors c'était la souveraineté à tous les niveaux. C'est-à-dire qu'on devait avoir la souveraineté politique, la souveraineté au niveau des institutions, la souveraineté culturelle. Ça s'entend par quoi? C'était développer une certaine conscience collective, développer des valeurs comme l'intégrité, comme la bonne gestion des deniers publics, etc. Pour lui, la souveraineté devait aussi se voir au niveau économique, en maîtrisant les grands pans de l'économie de son pays, surtout en mettant l'accent sur la création de valeur ajoutée. Modibo Keïta s'est énormément battu pour une école, une éducation scolaire qui serait centrée sur l'histoire africaine, sur l'histoire des grandes personnes qui ont bâti le continent, et une histoire qui ne s'arrête pas et qui ne se résume pas qu'à la colonisation et l'esclavage. Pour lui, il fallait également beaucoup mettre l'accent sur les enseignements techniques, puisque ce qui manque aujourd'hui, c'est cette capacité à créer de la valeur ajoutée à partir des ressources qu'on a dans le sous-sol, mais aussi les sols. Donc voilà, Modibo Keïta, c'était tout cet héritage. Et dans ce livre, en fait, on ressent vraiment cette envie de l'auteur de partager cet héritage. Et surtout, ça donne envie de lire et de creuser et de découvrir ou redécouvrir cette histoire-là. Je vous invite vivement à lire ce livre de Issa Bala Sangaré, Modibo Keïta, La Renaissance malienne, puisqu'il nous replonge dans l'histoire du continent et surtout il nous apprend à découvrir l'histoire d'un des chantres du panafricanisme. Et aujourd'hui, on doit vraiment en tirer des leçons et poursuivre cet héritage.